Nous sommes particulièrement fiers de nos deux rencontres organisées cette année et sommes tout particulièrement honorés de compter parmi nous Daniel Cordier, qui a bien voulu montrer des œuvres de sa collection lors de notre foire. Antoine Gentil a organisé une exposition magnifique à la foire et j'espère que vous aurez tous la chance de la voir. J'aimerais remercier Georgique pour son aide dans l'organisation de ce projet et le critique d'art de New York, Paul Laster, est celui qui est derrière notre panel sur Carol Appel. Et nous sommes très heureux d'avoir pu travailler avec lui. Et nous tenons aussi à remercier la Fondation Proficio pour son aide avec ce programme et la création de notre premier prix Art Absolument et Outsider Art Fair. Avant qu'on ne présente les participants d'aujourd'hui, je voudrais remercier Becca Hoffman, la directrice de notre foire, qui est responsable de tout ce qui s'y fait et est indispensable à l'Outsider Art Fair. Malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais elle attend avec impatience de pouvoir visionner la vidéo de cette rencontre. Je vous souhaite un bon programme et espère vous revoir à la foire. Et maintenant, je vais présenter Antoine Gentil. Merci. Rigolo. Ça fonctionne. Donc, dans un premier temps, je voulais remercier Daniel Cordier de m'avoir fait confiance et aussi remercier Georgique, avec qui, et grâce à qui l'exposition a pu exister. Donc, en fait, Allô, vous m'entendez? Voilà. Donc, en fait, l'idée du projet était de représenter 10 auteurs de la collection de Daniel Cordier qui ont un lien assez proche avec la notion d'outsider art. Cette notion-là n'existait pas au moment où Daniel Cordier était galeriste, mais a par la suite rayonné grâce et constitué et est né de Roger Cardinal, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Et c'est un terme, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il signifie, qui est un peu plus large que cette notion d'art brut. Donc l'exposition est constituée d'une dizaine d'artistes qui sont issus et qui ont été exposés dans la galerie de Daniel Cordier ou collectionnés et qui figurent tous grâce à sa donation dans les collections de Georges Pompidou. Voilà. Donc l'exposition a lieu à l'hôtel du Duc, pardon. Et voilà. Donc l'idée, je pense que les œuvres parlent d'elles-mêmes. Et voilà. Donc, je vais vous présenter. Donc il y a Anne Solagnac, qui est une proche amie de Daniel Cordier et qui, si je ne dis pas de bêtises, est dans sa collection. Mais et Valérie Rousseau, qui est conservatrice du Folk Art Museum de New York et qui a présenté une des expositions d'un de vos auteurs que vous avez exposé dans vos 4 différents lieux, à la fois suite Paris, Francfort, New York, puis New York de manière successive. Voilà, qui est Eugène Gerochesky. Voilà. Alors, allons-y. Merci Antoine. Donc Antoine Gentil a eu l'idée de présenter à l'occasion de cette foire de l'Outsider Art une rétrospective du regard de galeriste de Daniel Cordier. Daniel Cordier qu'on connaît mieux, certainement, aujourd'hui en France, dans son activité de résistant, de politique. Daniel Cordier a, comme un chat, au moins 9 vies, ou peut-être un petit peu plus. Et c'est un jeune adolescent qui change de vie à peu près tous les 6 ans et qui, comme vous le savez, s'est engagé très jeune pendant la guerre, est devenu presque par hasard le secrétaire de Jean Moulin,
en raison de ses qualités de tacticien, de jeune enthousiaste, capable de risquer sa vie pour une cause. Après le Daniel de la Résistance, vous trouvez après-guerre Daniel politique, entré dans différents cabinets, s'intéressant un petit peu à la reconstruction de la France d'après-guerre, et puis lâchant tout pour faire de la peinture. Pour faire de la peinture qu'il a découverte avec Jean Moulin, parce que les conversations à Lyon, pendant la guerre, les conversations tournaient souvent autour de la peinture. Jean Moulin lui-même avait un joli coup de crayon, et c'était un amateur de dessin. Et après-guerre, Daniel est allé au Prado, en Espagne, voir ces œuvres dont il avait souvent parlé avec Jean Moulin, mais qu'il n'avait jamais vues, les œuvres de Bosch, les œuvres de Velázquez, et il est tombé amoureux de la peinture. Et s'en sont suivies 8 années de peinture. Et au cours de ces 8 années de peinture, Daniel, passant à vélo un jour devant une petite librairie, a vu un tout petit tableau, une petite peinture, enfin un dessin. Il est descendu de vélo, il s'est approché de l'œuvre, il l'a acheté. C'était un inconnu à l'époque, simplement reconnu pour ses talents de poète. C'était une petite encre d'Henri Michaud. Et puis l'aventure a continué comme ça. Daniel est devenu galeriste. Il a une activité flamboyante et très rapide, puisque cette portion de ta vie n'a duré que 8 ans, 8 ans de folie et d'acquisition, 8 ans au cours desquels il a fait connaître à la fois Michaud et Dubuffet, qui à l'époque ne l'était pas tellement, mais aussi Gabretchevski, dont on vient de signaler tout l'intérêt, et qui n'a pour l'instant pas encore été découvert, mais aussi Bernard Réquichot, Falström, beaucoup d'autres, le peintre Georgic, qui est ici dans la salle, caché sous sa casquette, et qui fait semblant d'être devenu invisible, et qu'on voit bien par là-bas. Et puis d'autres qu'il a choisis, et qu'il a choisi en fonction d'un regard très, très particulier. Et un regard, et je pense que c'est l'intérêt aussi de cette rencontre aujourd'hui, un regard qui mêle et qui passe sans difficulté d'un bout à l'autre du continuum, de ce qu'on appelle la grande peinture à la peinture expérimentale, d'œuvres pas du tout connues à des chefs-d'œuvre souvent respectés. Il y a une entière liberté du regard, et si on s'interroge, et j'espère que vous aurez le temps d'aller à la foire pour voir la collection exprimée dans cette version réduite qui est celle des 10 artistes sélectionnés par Antoine, et vous verrez la singularité d'un goût, voilà. Et d'un goût qui, un petit peu, disons, maintient du surréalisme l'idée que les œuvres doivent parler très fort et directement et transformer la manière que nous avons de voir et de percevoir le monde. Le goût pour des formats très divers, pour des techniques aussi contrastées que les énormes formats ou les toutes petites encres de Gabretchevski. Et tout ça fait un mélange qui est absolument détonnant. Donc je vous engage à découvrir cette exposition. Et puis j'ajoute très rapidement que après son activité de galeriste, Daniel, je crois, a fait plusieurs tours du monde. Et puis après, il a recommencé à tourner dans un sens et dans un autre. Il a un peu appris l'art de la planète Terre. Hein. Jusqu'au jour où, invité dans une émission de télévision, il s'est rendu compte que Jean Moulin faisait l'objet véritablement d'une calomnie de la part d'un ancien camarade de la Résistance, et s'est embarqué dans une aventure qui a duré 25 ans, où il a réécrit l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à la suite de cette
nouvelle jeunesse d'historien, après une vie déjà bien remplie, un historien au début absolument novice, mais qui a transformé l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à cause du fait qu'il avait des archives secrètes, qui lui permettaient d'avoir un découpage chronologique tout à fait exceptionnel. Donc après Daniel Cordier, historien, eh bien c'est Daniel Cordier, romancier, puisque maintenant il écrit le texte de son autobiographie, et cette autobiographie, dont un tome va paraître assez prochainement, nous emmène dans une tout à fait nouvelle direction. De tous ces aspects de Daniel Cordier dont je vous parle ici, celui de Daniel Cordier, collectionneur, est pour l'instant le moins connu. C'est l'un de ceux pourtant qui sont les plus intéressants et qui nous reste aujourd'hui à faire découvrir, comme nous allons le faire tout de suite. Merci beaucoup. Alors, bonjour, merci Antoine pour l'invitation, merci Anne aussi. J'avais envie peut-être d'ancrer une partie des discussions autour de deux expositions auxquelles j'ai été affiliée récemment. L'une sur Eugène Gabrichevski et l'autre sur l'impact de la présence de la collection de l'art brut de Jean Dubuffet aux États-Unis entre 1952 et 1962. Donc deux projets fortement empreints de la contribution fondamentale et de l'héritage légué par Daniel Cordier. L'American Folk Art Museum, où je suis conservatrice de l'art brut et de l'art autodidacte du 20e et 21e siècle, fut le premier musée aux États-Unis voué à l'étude, à l'exposition et la conservation de l'art autodidacte, le self-taught art, du 18e siècle à nos jours. Donc nous avons une collection d'art populaire traditionnel, courte pointe, shaker drawings, des objets exceptionnels proches parents de ceux que Georges-Henri Rivière avait accumulés aux ATP, mais aussi des objets plus contemporains, comme celles issues de communautés afro-américaines, celles de Bill Taylor, de William Edmondson, de J.B. Murray, de Thornton Dial, Sam Doyle, ou encore d'autres directement associés à l'art brut en Europe et ailleurs dans le monde, comme le travail de Martin Ramirez, d'Eugène von Brunschenen, de Melvin Way, d'Henry Darger, dont notre musée possède d'ailleurs le plus important fonds, comprenant tous les écrits de l'artiste, notamment The Realms of the Unreal, et des dizaines de dessins et aquarelles grand format. Étonnamment, l'American Folk Art Museum sera fondé en 1961, exactement la même année que Daniel Cordier inaugure à New York, à la galerie Cordier-Warren, sa première exposition Eugène Gabrichevski, en octobre 1961. Je ne crois pas me tromper en disant que l'intérêt de Daniel Cordier pour l'œuvre de Gabrichevski est tout à fait extraordinaire et peut-être emblématique de sa collection quelque part, montrant un intérêt soutenu pour les œuvres dont le sujet et l'objet se situent très souvent dans ces états limites entre le reconnaissable et l'inconnu. Ou comme l'écrivait lui-même Gabrichevski, qui avait une très belle plume d'ailleurs, en 1948, il disait que son œuvre pouvait être vue comme une façon de transcender la détresse de la finitude de la connaissance scientifique. Si ma chronologie des événements est bonne, Jean Dubuffet fut informé de l'œuvre de Gabrichevski pour la première fois en 1948. Le docteur Jacob Wirsch de la Waldau lui rapporte que son collègue en Allemagne, le docteur von Brunjöl, affilié à l'hôpital de Haar près de Munich, où est hospitalisé Gabrichevski, donc lui montre ses œuvres. En septembre 1950, donc 2 ans plus tard, Dubuffet visite Gabrichevski avec Werner Schenk et rapporte ses premières gouaches, 4 gouaches. 2 ans plus tard encore, Dubuffet s'installe à Vence où il fait la connaissance d'Alphonse Chave. Et donc, plus tard, donc au mois d'août 1960, 8 ans plus tard, Alphonse Chave, Dubuffet, le fils de Chave, Pierre, et le collectionneur Jacques Ullmann acquièrent environ 3000 œuvres de Gabrichevski. C'est peu de temps après qu'Alphonse Chave introduit Daniel Cordier à cette œuvre. Rapidement, Cordier fait l'acquisition de près de 600 dessins, si je ne me trompe pas, qui seront intégrés dans la donation Cordier à Pompidou. Rapidement, donc, découlent des expositions à New York en 1961, en 1964-65, et plutôt à Francfort et à Paris. Donc, plus de 50 ans plus tard, en 2016-2017,
l'an passé, l'American Folk Art Museum de New York organise une exposition Gabryszewski, conjointement avec la Maison Rouge à Paris et la collection de l'Art brut à Lausanne. Deuxième point, c'est à New York toujours. Dans les années 60, Daniel Cordier enfile des expositions originales, comme l'exposition Soloiste en 1966, qui présente l'œuvre de l'artiste médionique Agatha Wojciechowski, aux côtés de Dubuffet, Duchamp, Michaud, Picabia, Osorio, Noguchi, Bearden, Man Ray. Mais plutôt en 1962, l'exposition Art brut, la première exposition d'art brut aux États-Unis à partir de la collection fondatrice de Jean Dubuffet, laquelle à l'époque était entreposée dans la luxueuse demeure de Alfonso Osorio à East Hampton. Elle résidera là entre 1952 et 1962. En 2015, je présentais l'exposition qui s'intitulait Art brut in America, The Incursion of Jean Dubuffet à l'American Folk Art Museum, qui revenait sur cette période fondatrice, notamment sur l'exposition Art brut qui ouvre à Cordier-Warren sur Madison Avenue le 20 février 1962. L'exposition est accompagnée d'une brochure de 4 pages contenant un texte d'Alfonso Osorio sur l'art brut. Le texte d'Osorio possède un ton quelque peu défensif, à l'effet que le public américain n'aurait pas totalement saisi la nature particulière de ses œuvres d'art brut. Il ramène au devant une définition de l'art brut que Jean Dubuffet esquisse en 1949 et qui épouse une nature provocatrice de son point de vue, à savoir que l'art brut regroupe des œuvres non contaminées par les références artistiques, par opposition à un art professionnel qui en serait pollué. Osorio prend aussi le parti contre André Breton dans ce texte, ramenant un malentendu qui persiste et génère, selon lui, une confusion immense dans l'esprit des Américains, à savoir que l'art brut n'est pas l'art des fous. L'exposition L'Art brut à Cordier-Warren est organisée en parallèle avec l'exposition Jean Dubuffet au MoMA, qui est inaugurée une journée plus tôt, en février 1962. Le critique d'art John Kennedy du New York Times livre deux excellentes critiques de ces deux expositions parallèles. Il dit que l'art brut est perçu comme une présentation complémentaire à l'œuvre de Dubuffet et qui est incontournable pour bien comprendre le caractère inventif de l'art de Dubuffet. Kennedy écrit que ses créateurs, et je le cite, tackled with complete unself-consciousness and with complete ignorance of the values usually thought of as artistic imperatives. Most be the most powerful art, and they can't even be the only true powerful form of expression. Are other forms having been worked to exhaustion? Donc, avant de me lancer à poser des questions, je voulais simplement revenir sur une observation qui lie peut-être ces deux projets et l'activité d'acquisition de Daniel Cordier. Celle-ci, c'est que contrairement à Jean Dubuffet, qui élabore une collection en marge des institutions pour encourager la sauvegarde et l'institutionnalisation de l'art brut et qui cherche pour l'avenir de sa collection dans les années 70 un lieu hors norme, une école de rang, un bâtiment désaffecté, vous, Daniel Cordier, vous empruntez une autre voie en travaillant avec une grande institution, le Centre Pompidou, faisant valoir vos perceptions auprès des comités d'acquisition, défendant le travail d'artistes souvent sous-représentés dans les collections publiques. Alors, c'était une observation sur laquelle vous êtes libre d'intervenir, mais je vais aussi lancer la discussion et laisser la parole à Anne qui aura des questions plus précises. Merci. Quelle est la question? Alors, je vais reformuler. Valérie Rousseau s'intéresse à la manière que tu as eue de transformer le monde de l'art. Non mais, c'est pas ce qu'elle a dit du tout. Un peu trop pour moi. J'essaye d'éveiller ton intérêt. En disant, Dubuffet a constitué une collection, mais toi,
comment est-ce que tu en es arrivé à la donation que tu as faite au musée Pompidou? Parce que comment en es-tu venu à céder ta collection? Comment as-tu... Quelle est l'inspiration de ta collection? Et comment as-tu, à un certain moment, t'es-tu rendu compte qu'il fallait que tu la donnes au musée, sinon cette manière de penser l'histoire de la peinture risquait de ne pas être assez visible? C'est quoi cette manière de collectionner, quoi? Toutes les questions que tu poses sont très intelligentes, mais la vérité est un peu différente et plus simple. C'est-à-dire que c'est la vie d'un homme, et la vie d'un homme, c'est un peu des énigmes, c'est des interrogations, c'est les hasards. Et au fond, il faut que je dise un mot des hasards de ma vie, c'est que le premier choix que j'ai fait, c'est quand je n'avais pas 20 ans et que Pétain a annoncé que la France demandait l'armistice. Et le point de départ de toute ma vie, c'est ça. C'est que j'étais heureux à l'idée que j'allais être mobilisé quand j'aurais 21 ans et que j'allais pouvoir tuer du Boche. Et au fond, l'armistice de Pétain, c'était la fin, mais surtout, c'était la honte. En fait, c'était... Pétain, pour moi, était la trahison d'un espoir, la trahison d'un futur. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, et j'ai eu de ce point de vue-là des parents qui m'ont compris, j'ai quitté la France. Voilà. Et je suis parti à Londres, etc. Et alors, dans tout ça, il n'y a pas la peinture, bien entendu, etc. Mais après la guerre, je ne savais pas quoi faire. Et c'est par des amis. J'avais une amie qui travaillait chez Jeanne Duché. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit une chose, mais c'était une petite galerie qui était près de la gare Montparnasse. C'était au deuxième étage d'un immeuble, et c'était une femme très curieuse, très élégante, charmante, intelligente et tout ça. Et j'avais une des amies que j'avais connue à Londres, qu'elle avait pris comme directrice, organisatrice d'exposition, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert la peinture. Et la première exposition que j'ai vue dans cette galerie, c'est de Stahl. Ça m'a beaucoup plu. Et ils m'ont emmené chez le peintre qui habitait à Montparnasse, il habitait à quelques maisons de moi. Ça m'a beaucoup plu. Et pour mon premier achat, j'ai acheté 15 de Stahl. Ah oui, mais parce que, au fond, acheter un tableau, ça n'a pas... Enfin, pour moi, ça ne signifie pas grand-chose. Mais si on aime quelqu'un, on a besoin de s'entourer de ce que l'on aime. Et au fond, ça a été le début de toute ma vie. Et c'est comme ça que je suis devenu marchand de tableaux. Voilà, alors il y a des questions qui veulent poser des questions. Non, peut-être je veux répondre à toutes les questions, si ça vous intéresse. Au-delà de poser une question, je voulais avant tout vous remercier. Je voulais une seconde fois vous remercier, avec un peu moins de trac, toujours un peu quand même, on ne le perd pas. Et
parce que grâce à vous, on a pu voir des artistes comme Georgic, mais aussi Michel Nedjar, dans des collections publiques. Et on a pu découvrir, parce que moi, grâce à vous, j'avais vu une expo organisée par Jean Deloisy avec une pièce d'un artiste médiumnique qui s'appelait Augustin Lesage. Et cette pièce, elle est... Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ces œuvres-là rentrent dans une collection publique. Et au fur et à mesure de mes petites recherches, j'ai vu que votre nom était quasiment systématique. Il est derrière Riquichot, il est derrière Ursula, il est derrière Bettencourt, il est derrière Aristide Caillot. Et grâce à vous, vous avez mis au même niveau des auteurs inconnus et des auteurs qui n'étaient pas forcément connus, mais que vous avez fait connaître et reconnaître. Et cette force-là, qui est une force d'un intercesseur qui est unique en son genre, a permis, d'une certaine manière, à faire rayonner une... Tu parlais d'expression, enfin de forme expérimentale ou de peinture expérimentale, mais de peinture, et peu importe le support. Et il faudra quand même aller voir cette foire-là, je ne sais pas si vous avez l'occasion de la voir. C'est une foire qui est quand même exotique dans notre paysage parisien, parce qu'elle elle fait la promotion et vend le travail de tout un ensemble d'artistes qui est exclusif et qui est réservé à un certain nombre de public. Voilà. Donc, voilà. Alors, pardonnez-moi. Ouais. Pardonnez-moi, mais peut-être qu'il y a un malentendu. Mais je suis très honoré qu'il y ait eu ce public qui soit venu peut-être pour entendre certaines choses que je voudrais lui dire, mais je voudrais que ça soit lui qui me questionne. Il a envie. Parfait, donc écoutez, voilà, vous êtes invité à poser des questions. Est-ce que il y a déjà des volontaires? Voilà. Hein? Et est-ce que quelqu'un peut se charger de... Monsieur Cordier, je vous remercie d'être venu nous parler de votre collection. Je suis chercheuse en histoire de l'art. Je voulais savoir si, bien que vous ne l'ayez pas connu directement pendant la guerre, l'exemple de la galerie Romanin de Jean Moulin est demeuré un exemple réellement pour vous. L'exemple de la galerie de Romanin. Où était la galerie, madame? Elle était dans le Midi, elle était à Nice. Dans le Midi, à Nice. Ça, tu l'as pas vu, tu l'as vu. Parce que M. Cordier en parle dans son livre. Oui. Parce qu'il a acquis des dessins de Romanin. Ça marche? Oui. Il a acquis des dessins de Romanin, qui était le nom, en effet, le nom d'artiste de Jean Moulin, mais tout à fait par la suite. Et est-ce que Moulin te parlait de peinture, Moulin? Ah voilà, non, mais c'est lui, en fait, c'est la première personne qui m'a parlé de l'histoire de l'art, de la peinture, des tableaux, des peintres, au fond, par mesure de sécurité. C'était pas du tout. Mais quand nous étions dans la rue, quand nous étions dans le métro, bon, on ne parlait pas de la résistance, évidemment. Et au fond, il y a quelque chose qui le passionnait, c'était la peinture. La peinture, la sculpture, etc. Et il se lançait là-dedans avec des noms. J'ignorais tout de la peinture. Je n'avais jamais entendu de la peinture, je n'avais jamais vu de tableau, parce que bon, à la guerre, je n'avais pas 20 ans, bien entendu. Et ma famille ne s'intéressait pas à ça. Ni mon père, ni ma mère, ni pas. C'est le milieu dans lequel j'ai vécu. Tout ce qui était sur les murs, c'était des choses que je n'ai jamais regardées. Qui étaient dans nos maisons. Je n'ai jamais regardé, mais je pense qu'il y avait pas mal de gens autour de moi qui étaient comme moi. La peinture, la peinture, la sculpture, c'était des objets décoratifs. Mais ça n'existait pas autrement. Voilà.
Donc, c'est le hasard qui m'a fait rencontrer Jean Rollin, parce que quand j'ai été formé pour être parachuté en France, j'étais destiné à quelqu'un d'autre, un écrivain, un journaliste écrivain qui s'appelait Georges Bidault. Mais quand on était parachuté en France, on devait rencontrer tous ceux qui venaient de Londres, devaient rencontrer le patron de la résistance, dont personne ne connaissait le nom. Il s'appelait Rex. Et c'était lui le patron. Et il devait nous connaître parce que, évidemment, à Londres, si on faisait des erreurs, si on se conduisait mal, si ça va, tout ce qui pouvait se passer en France, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui le sache et qui ait une autorité pour nous renvoyer à Londres. Et donc la première personne que l'on rencontrait après son parachutage, avant d'aller vers son patron, mon patron c'était Georges Bidault, c'était un inconnu qui s'appelait Rex. Et il y a un courrier, c'est-à-dire des gens qui m'ont guidé, qui m'a fait traverser Lyon. J'étais parachuté près de, assez loin de Lyon, à Lyon, etc. Et qui m'a fait monter derrière la grande place de Lyon. Et nous sommes arrivés dans un très très bel appartement. Et la dame qui nous a ouvert la porte a ouvert la porte du salon. C'était un salon immense, c'était les gens du XVIIIe siècle. Et j'ai vu un peu au milieu de la pièce un homme qui était assis dans un fauteuil et qui avait tiré devant lui une chaise dans laquelle il y avait le courrier qui venait d'arriver. Et il regardait ça, il voyait ce qu'il faisait. Et quand nous avons ouvert la porte, il a tourné la tête, il nous a regardés, et il s'est levé, et en souriant, il est venu vers nous. Il avait quelque chose de charmant, hein. C'était un très bel homme. On était en été, probablement c'est la raison pour laquelle il était allé. Et il est venu vers moi et il m'a dit « Vous avez fait bon voyage ». Point d'interrogation. Parachuté. Et alors, oui, j'étais parachuté la veille. Et alors, j'étais très ennuyé parce que je ne savais pas si c'était un militaire, c'est-à-dire qu'il fallait que je me mette au garde à vous, ou que je sois détendu, mais surtout, je ne savais pas comment l'appeler. Mon colonel, avec qui il était dans l'armée, depuis 2 ans. Et donc, et alors, j'étais très préoccupé de ça. Et lui, enfin, il était très très souriant. Et à la fin, il m'a dit bon. Et il m'a dit, est-ce que vous êtes libre à dîner ce soir? Que la personne, enfin, qui dominait tout, toute la France, tout, me demande s'il était libre. Alors que moi, je ne savais toujours pas s'il fallait se mettre au garde à vous, s'il restait au repos, etc., etc. Enfin, bien entendu, je lui ai dit oui. Et il m'a donné le nom d'un bistrot. Et il m'a dit, vous n'aurez qu'à acheter un plan et vous regarderez, et c'est près de l'opéra. Voilà. Il m'a donné le nom du tout petit bistrot. Voilà. Et alors après, à 7 heures, je suis allé là, il est arrivé, et quand j'étais entré dans ce petit bistrot, qui était vide à 7 heures, et j'avais regardé, et je m'étais dit, au point de vue sécurité, je vais me mettre dans la... Il y avait
2 tables qui étaient l'une contre l'autre, et puis une chaise, et puis la banquette. C'était juste, on ouvrait la porte, et c'était là. Et je me suis dit, je vais me mettre là, parce que si la police vient, parce que nous étions formés entièrement pour la sécurité, etc., si la police vient, quand la police pénétrait dans un restaurant ou dans un lieu comme ça, ils allaient systématiquement au fond, tous. Et puis, ils demandaient les papiers à tout le monde, mettaient des gens en tôle, enfin, etc., etc. Et je me suis dit, comme moi je suis juste près de la porte, dès qu'il rentre, je me lève et je sors. Voilà où j'en étais. À ce moment-là, Moulin est arrivé et il m'a dit, mettez-vous sur la banquette. Et moi, je me suis trouvé sur la chaise. Et la chaise était là, au dos de la porte d'entrée, puisque lui était sur la banquette, qui voyait l'ouverture de la salle. Voilà. Et il était très souriant. C'était un homme très, très souriant. Qui était très beau. Et qui paraissait heureux. Et alors, il y avait quelque chose qui me poursuivait. Je ne savais pas comment il fallait que je l'appelle. Et ça pardonnez-moi de vous dire des bêtises, mais la vie, c'est ça. Et alors la peinture. La peinture. Ah non, la peinture, parce que c'était le menu. Alors, le menu. Et alors le menu, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Je ne savais pas très bien. Et alors, bon, il a commandé pour nous deux, et il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez boire? Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, du Perrier. Et il m'a regardé avec sévérité, et il m'a dit, du Perrier, ça c'est très dangereux, parce que vous allez ballonner. Mais j'ai maintenu le Perrier. Voilà les débuts avec Jean Moulin. Et alors, bon là, quand les menus ont été finis, il m'a dit, mais pourquoi étiez-vous en Angleterre? Et, dans une armée, dans l'armée de Gaulle en Angleterre. Êtes-vous allé en Angleterre? La guerre était finie. Et ça, j'étais très étonné. Et je lui ai dit, mais non, la guerre n'était pas finie. Nous avions perdu la guerre. C'est tout à fait différent. Et je suis allé en Angleterre pour gagner la guerre. Ça veut vous dire qu'en 40, il fallait être fou pour prononcer ce genre de... Enfin, c'est ça. Et il a souri. Et alors il a continué, et au fond, il me posait des questions sur, vous savez, des questions sur quelqu'un qui a 20 ans. C'est pas très intéressant et c'est pas grand-chose. Mais enfin, il écoutait, il écoutait ce que j'avais fait, parce que à ce moment-là, j'étais un militant de l'Action française. L'Action française était un royaliste, etc. Ma famille était royaliste, tout ça. Enfin, bon, lui était un homme de gauche, j'ai appris par la suite. Voilà nos débuts. Et puis, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que les gens. Alors, est-ce que... Oui, alors, là-bas. Monsieur Cordier, j'aurais 2 questions. La première, est-ce que parmi les artistes que vous avez rencontrés, il y en a dont vous avez gardé un souvenir particulièrement vivace? Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de votre croisement avec Rocher et du rôle qu'il a pu jouer dans votre carrière? Donc, un
artiste dans ta collection, rapport avec un artiste, et puis Rocher. Et les artistes, vous savez, je ne connaissais rien dans la peinture. Ma famille, non, mon père chantait, il faisait de la musique, il faisait du piano, etc. Mais il m'a appris à l'opéra, etc. Mais jamais dans ma famille, personne ne s'intéressait à la peinture. Et dans nos maisons, etc., ben on avait n'importe quoi qui était sur les murs, comme partout ailleurs, en France, en Europe, etc. Donc, c'était... Mais qu'est-ce qui t'a intéressé, par exemple, dans la peinture de Dubuffet, de Réquichot? Qu'est-ce que tu aimes chez Réquichot, chez Dubuffet? Oui, un peu de peinture, allez, sors. Oui, mais ça, vous savez, c'était... Non, j'adore la peinture, je n'ai vécu que par la peinture, j'ai empilé des collections, j'en ai encore beaucoup, etc., etc. Alors, Oui, ça c'est une chose. c'est ça Mais dont oui, tu parles. mais je ne suis Alors, pas un critique, je ne suis pas... mais non, mais parle-nous de... historien. Pourquoi endasser toutes ces choses? Comment? Pourquoi entasser? Qu'est-ce que c'est? Vas-y. Ah, ça je pense qu'il y a une folie. Ah oui, non, mais il faut... c'est que quand je vois quelque chose qui me plaît, enfin, des tableaux, j'ai jamais pu acheter un tableau. C'est très bien. Et je me souviens, la première exposition que j'ai vue chez Jeanne Boucher à Paris, c'était de Stahl. Et la personne qui vendait, c'était une amie que j'avais connue en Angleterre à Londres. Et alors, bon, elle m'avait invité, etc. Et cette exposition de Stahl m'avait beaucoup. À cause des volumes? À cause des volumes? Oui, la peinture, tu sais, c'est très difficile de dire pourquoi ça vous plaît. C'est la couleur, c'est les formes, c'est... Mais parce que, au fond, où l'on aime un seul peintre, où l'on aime beaucoup d'artistes, ce qui était mon cas, il y a toujours chez un autre artiste, il est différent. C'est quelqu'un qui est différent. Et c'est ça qui est passionnant. Ils sont différents, ils sont quelquefois tout à fait opposés. Il y en a un qui travaille dans le gris, le noir, le blanc, choses comme ça, et puis d'autres qui fait des couleurs, des rouges, des noirs, des verts, etc., brutes, ou alors très... Enfin, etc., etc. Tout le monde est différent sur Terre. Et quand on rentre dans une galerie de tableaux qui montre plusieurs artistes, etc., bien, on s'aperçoit de la différence des êtres humains entre eux. Ce n'est pas très intéressant ce que je dis, mais c'est comme ça que j'ai vécu dans le domaine de l'art. Et ça m'a plu. Et donc, je me souviens, mon premier achat, quand je suis allé chez Jeanne Boucher, il y avait cette amie donc, que j'avais connue à Londres, qui avait trouvé cette femme, qui était la directrice de Jeanne Boucher, et elle m'a dit, mais si ça te plaît, on peut aller chez lui, il habite à Montparnasse, à côté de la galerie, et c'était, j'habitais 75 boulevard du Montparnasse, en face de la gare du Montparnasse, dans des petites ruelles, où il y avait le théâtre des Poches, et nous sommes allés à 2 numéros, qui était une rue où il y avait des ateliers d'artistes. Et nous sommes montés, on a trouvé un très grand jeune homme. Les stades étaient immenses, tout charmant, et entouré de tableaux dans son atelier, etc. Et alors il m'a montré, ça m'intéressait de voir, c'était les débuts, nous sommes en 1940. Non, pas exactement, un peu plus tard. Tu fais déjà de la peinture à ce moment-là? Tu faisais déjà de la peinture à ce moment-là? Non, mais la peinture m'intéressait. Et que j'ai
commencé un tout petit peu plus tard. Et donc, il m'a montré tout ça. Et au fond, j'ai un défaut, c'est que quand je vois quelque chose qui me plaît, je ne peux jamais acheter une chose. C'est la folie. Enfin, c'est ce que je suis, je ne peux pas vous mentir. Et là, j'ai vu, ça me plaisait beaucoup, et j'ai acheté 15 de Stahl. Je l'ai emporté chez moi. Et c'est le premier artiste de ma collection. Et alors, je suis allé après dans les galeries, je suis allé chez des artistes, etc. Et puis alors, un jour, j'ai moi-même ouvert une galerie. Alors justement, pourquoi est-ce que tu as toi-même ouvert une galerie? Pourquoi? Comment? Mais parce que je faisais de la peinture. C'était très mauvais, mais j'ai mis quand même 8 ans pour m'en apercevoir. Et au bout de 8 ans, j'ai tout détruit. Je n'ai gardé qu'un tout petit. J'étais allé en Afrique, il avait fait un portrait d'un noir, et bon, sur papier, que j'ai toujours. Mais tout le reste, j'ai tout détruit. Et donc, alors là, et qu'est-ce que tu m'as dit? Comment tu as sélectionné tes peintres? Galerie. Pourquoi tu as commencé ta galerie? Et alors, quand je ne savais pas quoi faire, quand j'ai abandonné la peinture, j'avais un très bon ami qui s'appelle Guy de Broglie, qui avait une très très belle situation. Et on le voyait souvent, et je lui ai dit, mais écoute, je ne sais pas quoi faire, et peut-être si tu avais une place il avait des bureaux 6 étages, etc. Et tu as à chaque étage, il y a une très grande table, et il y a 3 hommes qui sont en habit et qui... Voilà. Et Des huissiers. Voilà. Des Voilà. huissiers. Et si tu avais une place d'huissier, je ne sais pas quoi faire, ça me rendrait service. Et ça l'a fait rire. Il m'a dit, mais non, il y a qu'une chose que tu peux faire, c'est être marchand de tableaux. Et après déjeuner, nous sommes sortis, nous déjeunions en Montmartre, nous sommes sortis, on a pris sa voiture et on est allé il allait près de l'Élysée. Et en face de l'Élysée, il y a une petite rue du Rat, et nous avons fait le tour comme ça. Et rue du Rat, à l'entrée sur la droite, il y avait une grande boutique, une grande galerie, avec 2 vitrines sur la rue. La galerie n'était pas très grande, mais la façade était immense parce que ça contenait toute la façade, montrait toute la galerie. C'est-à-dire que quand on passait dans la rue, c'est la même chose que si on pénétrait dans la galerie. Et c'était une galerie qui était à vendre. Il m'a dit, mais voilà ce qu'il faut. On a acheté ça. Et je me suis installé là. Et ta première exposition, qui as-tu montré? Oh ben, j'ai présenté des gens qui... Il y avait Pichot, il y avait de Stahl, il y avait Dado, il y avait évidemment Dubuffet. Et Dubuffet était un des peintres, c'était celui qui m'intéressait le plus, je trouvais. Et puis, le personnage était très brillant, il avait une culture, il avait l'âge de mon père, enfin, il faut faire attention, etc. Mais c'était quelqu'un de très brillant, de très drôle, d'assez méchant, bien sûr. Et alors, quand j'ai eu cette galerie, le premier peintre que je voulais montrer, c'était Dubuffet. Comme vous l'avez connu, et Dubuffet est venu voir ça, et il m'a dit, oui, mais écoutez,
m'a dit, mais alors là, il faut changer de galerie. Parce que je ne peux pas exposer dans une petite galerie. Ah ben je dis, mais écoutez, je vais regarder. Et j'ai regardé tout ça, et j'ai découvert rue de Méjoménil, c'est-à-dire pas très loin de là, une galerie que venait d'acheter un ami qui était peintre, etc., mais il n'avait pas assez d'argent, et il la revendait. Et c'était 8 rue de Méjoménil, et c'était évidemment la galerie qui me faisait, parce que c'était une galerie qui était très profonde et qui avait 400 mètres carrés, en beaucoup de salles, etc., etc. Et donc j'ai fait j'ai découpé cette galerie en pièces, etc. et tout. Et j'avais 4 salles de peinture, et puis derrière j'avais un salon où je pouvais montrer la peinture, un bureau, on a fait secrétaire pour moi, etc. Là, c'est immense. Et alors, je dois vous dire un mot horrible, c'est que j'ai fermé au bout de 8 ans, parce que j'avais fait fortune et je ne savais pas pourquoi il fallait continuer. Parce que j'avais tellement de tableaux, j'avais tellement acheté tout, etc., que je ne comprenais pas pourquoi il fallait continuer. La paresse a repris le dessus. Probablement. Monsieur Cordier, pourriez-vous nous préciser en quelle année vous êtes tombé amoureux de la peinture de Nicolas de Staël à l'exposition de Jeanne Boucher? Quand l'exposition de Nicolas de Staël. Une galerie qui était proche de Montparnasse, c'était tout à fait proche. Et quand je suis arrivé, j'ai dit que c'était une amie que j'avais à Londres. Alors, j'ai eu l'habitude de venir, m'envoyer les invitations, et c'est comme ça que j'ai vu la première exposition de salle qu'elle avait faite dans la galerie Boucher. Et j'ai acheté mon premier achat de peinture, c'est 15 de stock. Et tout a continué comme ça. Ben, vous savez, ici quand même, vous devez vous en apercevoir un peu, mais je suis un peu fou. C'est-à-dire que je n'ai pas de limite. Quand quelque chose me plaît, je le veux. Alors il y a des choses qu'on ne réussit pas à avoir. Mais enfin, ça c'est plutôt en amour. Et pour la peinture, c'est le fait. Merci de me donner la parole. Je voulais vous poser une question sur un volet de votre immense et extraordinaire collection qui me semble, moi, connue, peut-être que je me trompe. Une exposition à Toulouse qui vient tout récemment de se terminer, les Dadas de Daniel, organisée, enfin montée avec une partie de votre collection par Daniel Speury, montrait toute une sélection d'objets, d'art, de culture du monde, ce qu'on appelle l'art primitif ou tribal, extra-européen. Et c'était une découverte pour moi, qui suis collectionneur, petit collectionneur dans ce type d'objets, tout à fait extraordinaire. Je voulais vous demander eh bien, quelle était la place de l'intérêt pour ce type d'art dans votre propre démarche? Puisque malheureusement, j'ai cru comprendre que cette partie de la collection n'a pas encore fait l'objet d'un inventaire ni d'une présentation. Merci beaucoup. Mais vous êtes très gentil, mais vous savez, je ne crois pas que les objets primitifs que j'ai achetés par plaisir, je n'ai jamais acheté des choses qui me plaisaient. Voilà. Et alors, ça vous mène quelquefois vers le pire, et quelquefois vers le meilleur. Et ça, c'est le hasard. Et les relativement pas
trompé pour la peinture, relativement, mais pour l'art primitif, je ne sais pas, parce que ça, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'art primitif. J'aime les objets primitifs un peu partout, mais voilà. Alors, je peux peut-être ajouter à ça, en effet, parce que monsieur fait allusion à quelque chose que les autres personnes dans la salle ignorent peut-être. Dans la collection de Daniel Cordier, telle qu'elle a été transmise aux musées nationaux en 1989, dans cette première collection, il y a, je ne sais pas, une centaine de buffets, enfin, il y avait une centaine de tableaux, il y a 300 tableaux, enfin, c'est peut-être même plus, c'est une collection, une donation qui est très importante et qui concerne la peinture contemporaine et puis un petit peu les zones qu'on vient d'affleurer, les zones de l'art brut. Donc, cette collection a été donnée à Beaubourg, mais elle s'est transportée à Toulouse, au musée des abattoirs. C'est à ça que vous faites allusion, monsieur. Et depuis, je dirais à peu près depuis les années 2000, quand est-ce que tu as commencé à collectionner l'art non européen? C'est plus tard. Donc, et pas dans son activité de galeriste, il le fait maintenant par plaisir, goût des formes, et sa réponse est qu'il n'achète pas en spécialiste du domaine, mais simplement en plasticien, en choisissant des objets. Je ne suis pas du tout un spécialiste, parce que j'ai toujours acheté ce que j'aimais. Quelquefois, c'est le pire, et si ça me fait plaisir, et tant que ça me fait plaisir, parce que quelquefois, ça ne marche plus. Voilà, l'art que j'ai, c'est un art qui est lié à mon existence, à l'existence d'un homme. Et je pense que ce n'est pas une chose unique, je pense que tout le monde est plus ou moins comme ça. Mais c'est vrai que comme, je ne sais pas, c'est peut-être la solitude, c'est peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, c'est quelque chose qui a meublé toute ma vie. Bon, comme je ne peux pas le voir chez moi et tout, je l'ai donné. Il y a des gens qui le voient à Toulouse ou ailleurs, c'est très bien. Monsieur Cordier, seriez-vous d'accord si je disais que vous n'êtes pas un collectionneur dans le sens classique du terme, mais un amoureux de l'art qui collectionne? Bonjour monsieur. J'aimerais, s'il vous plaît, vous interroger sur la peinture ancienne. Avez-vous dans votre collection des tableaux anciens ou des dessins anciens, j'entends avant 1900, que vous auriez trouvé par hasard quand vous vous promeniez? Et quel est votre goût? Pour quels artistes avez-vous une tendresse particulière parmi les maîtres anciens? C'est très difficile à répondre, mais je vais vous dire la vérité. Au fond, vous savez, j'ai fait 3 fois le tour du monde pour voir les musées. Pendant chaque année, ça a été 6 mois ou 1 an, les tours du monde. Et j'ai vu, non pas tous les musées du monde, mais j'en ai beaucoup vu. Beaucoup vu, je suis revenu plusieurs fois dans les musées. J'ai découvert évidemment aux Indes, par exemple, ou en Chine, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas à l'époque. Maintenant, c'est très différent. Et évidemment, c'est des choses qui étaient tout à fait étonnantes. Mais je dois vous dire que là, je me suis rendu compte que peu à peu, l'art européen, je ne dis pas que j'étais un grand connaisseur, mais j'étais quelqu'un qui s'intéressait suffisamment pour connaître un peu l'art européen, la peinture, la sculpture, etc. Tandis que pour l'Asie, la Chine m'a beaucoup intéressé, les Indes aussi m'ont beaucoup intéressé, mais je n'ai pratiquement jamais rien acheté parce que je ne sais pas du tout ce que ça représente
dans l'histoire de la peinture. Et donc, non. Et quels sont les artistes anciens que vous aimez particulièrement, pour lesquels vous avez une tendresse particulière, ou quels sont les tableaux anciens qui vous ont inspiré ou nourri? Pense en termes de musée. Dis-nous, qu'est-ce que tu irais voir si on était à Vienne, par exemple? Alors, la ronde de nuit. C'est plutôt Amsterdam, d'accord? Ah non, mais vous demandez. La ronde vous dit. Rembrandt. Oui, Rembrandt. C'est difficile qu'un artiste est supérieur à tous les autres et tout ça, parce que C'est le quand cœur, on voit on un demande ton autre que l'on aime, eh bien, je ne veux pas dire que ça efface. Eh bien, si on oublie le premier. C'est ça la passion. Quand vous êtes passionné, il faut faire attention parce que ce que vous avez aimé, ça ne peut plus exister avec la même force à l'intérieur de vous parce que vous vous donnez à quelqu'un d'autre. C'est ça la complication et la merveille des passionnés de l'art. C'est qu'ils sont déchirés. Mais au fond, c'est merveilleux. On est déchirés entre des dessins, des enfants qui sont immenses. Non, mais c'est une aventure qui... Bon, je voyage beaucoup moins aujourd'hui. Je travaille beaucoup, mais par conséquent, j'ai plus beaucoup de temps d'aller dans les musées, de voyager dans le monde et tout. Mais enfin, et donc chez moi, je n'ai rien. Parce que j'ai quelques objets, mais je n'ai pas. J'aimerais que vous puissiez voir ce rien, mais bon. Un rien très très bourré. Ah non, mais il faut savoir si vous préférez les gens qui vous trahissent ou... Mais enfin, il y en a un qui vous dit la vérité, c'est bon. Monsieur Cordier, j'avais envie de vous demander de revenir sur le legs, la donation Cordier. Comment aimeriez-vous que cette donation vive dans le futur? Comment elle pourrait être revisitée? Est-ce qu'il y a des angles que vous aimeriez faire émerger à travers cette donation? Oh non, donner des œuvres d'art au musée. Oui, mais si, attends. Comment penses-tu le devenir de ta donation? Souhaites-tu, par exemple, qu'il y ait des réquichots à Beaubourg? Non, mais ça, c'est des questions que je ne pose pas. Enfin, je pense que tout se définira dans des placards. Au fond, non, mais quand je suis devenu collectionneur, je ne suis pas un homme malheureux. Je ne cherche pas à cultiver le malheur dans ma vie. Je cherche tout le contraire, et plutôt, c'est ce que j'aime, je suis un homme heureux. Pardonne-moi de te le dire. Pardonnez-moi de vous le dire. Et donc, voilà, ce que j'aime, je l'achète si j'ai les moyens, je le mets sur les murs, et alors, le jour où Beaubourg est né et tout ça, comme j'avais été, je ne sais plus comment, par des amis et tout ça, j'avais été parmi les personnes qui ont été désignées pour, quand on a construit Beaubourg. Et ça m'a passionné. Ah oui, ça m'a passionné, ce nouveau musée, tout à fait, etc., etc. Et au fond, comme j'étais un des 3 ou 4 membres, ou 4 ou 5 membres fondateurs, on m'a demandé de donner quelques tableaux parce que, bon. Alors j'ai choisi des œuvres que j'ai signées, choisi des choses, et j'ai donné pas mal d'œuvres à Beaubourg. J'en ai donné en plusieurs vagues. Et tu continues d'en donner. Et je continue d'en donner, mais quelquefois ils ont besoin, parce qu'ils n'ont pas tel artiste et tout ça.
si j'en ai, je les donne avec plaisir, parce que tout ce que j'ai, malheureusement, il faut que j'avoue qu'il me reste des milliers d'œuvres. C'est affreux. Non, mais je ne devrais pas le dire, mais enfin, je suis ici pour dire un peu. Voilà ce que c'est qu'une vie. Ouais, je voulais quand même signifier quelque chose, c'est que, ouais, c'est un exercice, hein. Ah oui, c'est que Daniel Cordier a, en plus de collectionner et aimer les œuvres, a fait des rencontres. Et c'est quand même une danse dialoguée entre l'artiste et l'amateur, l'amoureux de ses œuvres. J'ai un exemple, c'est Ursula. Ursula, en fait, rentre dans les collections de l'art brut par l'intermédiaire du buffet. Ensuite, ensuite, ce qui est vachement intéressant, c'est que ça, j'ai trouvé l'information dans le petit opus que vous avez créé lors de l'exposition 8 ans d'agitation, parce que tu parlais de Paresse tout à l'heure, mais lui, pour clôturer son cycle, Daniel, pour clôturer son cycle de galeriste, avait intitulé cette expo de la sorte. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, dans cette exposition, dans ce petit catalogue, il y a un condensé de l'esprit Cordier et de cette force de frappe, si je puis dire. Et donc, Ursula Bloom rentre dans les collections de l'art brut, et par l'intermédiaire de Jean Dubuffet, et par la suite se retrouve dans les collections annexes. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle se marie par la suite avec un artiste allemand qui s'appelle Bernard Schulz, et qui deviendra un de vos artistes que vous allez exposer. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, vous ne découvrez pas l'œuvre d'Ursula par l'intermédiaire du Buffet, mais par l'intermédiaire de son époux. Et en voyant les petites peintures que vous trouvez, enfin, je vous cite, maladroites, vous l'encouragez à faire des peintures plus importantes. Et ce qui est génial, et ça on peut le voir à la foire, c'est que vous avez participé à travers cette danse dialoguée à l'évolution de l'œuvre d'un artiste. Ah oui, mais ça, écoutez, quand on est marchand ou amateur de peinture, c'est vrai qu'on est toujours intéressé de découvrir les œuvres d'un artiste, non pas dans une galerie, mais dans son atelier. C'est le plaisir, j'imagine que s'il y a des collectionneurs ici, là, ils doivent aller dans les ateliers d'artistes parce qu'ils voient les dernières œuvres, ils voient les œuvres inachevées, comment une œuvre, enfin, etc., etc. Évidemment qu'un homme pour qui la peinture n'est peut-être pas l'essence de sa vie, mais enfin pour qui ça apporte énormément dans son existence, est tout à fait curieux de voir, par exemple, comment se fait un tableau. J'ai souvent été chez Dubuffet pendant qu'il était en train de préparer des œuvres. C'était quelqu'un qui produisait beaucoup, c'était quelqu'un qui était très intelligent, mais qui était capable d'expliquer brillamment ce qu'il faisait, etc. Enfin, Dubuffet était un être tout à fait exceptionnel parmi tous ceux que j'ai eus. Parce qu'au fond, chaque artiste a une personnalité. Et au fond, enfin, si nous avons une place sur Terre, c'est que les milliards d'hommes et de femmes qui sont sur la Terre sont tous différents. Et tous, ils attendent quelque chose d'autre. Et ça, c'est merveilleux. Parce que c'est ce qui nous empêche d'être pareils et de nous entretenir. Voilà. Je ne sais pas si je dis des choses qui vous intéressent. J'aimerais, bonjour Monsieur Cordier, j'aimerais que vous nous parliez de votre aventure à New York, de la rencontre des artistes que vous y avez fait. Si vous pouviez aussi nous parler de Marcel Duchamp et de cette exposition sur le surréalisme que vous y avez fait, je ne me souviens plus en quelle année, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe à New York et pourquoi et comment?
appelé Marcel Duchamp parce qu'au fond, j'ai découvert l'ensemble, ce que l'on appelle entre guillemets l'histoire de l'art dans les livres, avant de les voir dans les musées, et puis de voir les artistes, et puis de les collectionner, de voir les galeries, etc., etc. Et parmi les artistes que j'ai découverts, par exemple, quand je suis allé à New York la première fois, la seule personne que je suis allé voir comme artiste, que je ne connaissais pas, c'était Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. Je lui ai téléphoné, il était très gentil, et il m'a dit, ah ben, vous êtes de passage à New York, je viens vous voir à votre hôtel. Et il est venu me voir dans un hôtel, bon, on a pris un verre et tout ça. Et après, je suis revenu, c'était mon premier voyage à New York. Et je suis revenu, on a eu des projets, je me suis associé avec quelqu'un, ouvrir un galerie, etc. Et Marcel Duchamp m'a invité chez lui. Il habitait au centre de New York et tout ça. Mais c'était quelqu'un de très très sympathique, très vivant, très sympathique, et que j'ai vu pratiquement jusqu'à sa mort. Et puis alors quand j'ai fait l'exposition surréaliste, je lui ai demandé de faire, et il a fait les deux. Les deux? Oui, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il a fait ces deux. C'est pas, oui, ce sont des. Comment ça s'appelle? Des gants pour prendre des plats ou des choses comme ça. Des maniques. Il a fait les deux petits sexes, féminin, masculin, avec des tissus. Il les a découpés, etc. Il en a fait un homme et une femme. Il a fait ça pour ton exposition. C'était pour ton exposition. C'était pour l'exposition, pour le catalogue de l'exposition. Oui, oui, oui. Ah non, bon, chaque fois que j'allais à New York, il était ravi. C'était un homme que, comme il ne faisait plus rien, bon, ben, il a recommencé un tout petit peu, mais enfin, il fumait des cigares, et au fond, il était heureux, c'était ça. Et au fond, il arrivait, quand j'étais à New York, il venait dans la galerie, tout ça, il fumait son cigare, il regardait, tout ça, mais c'était un homme très jeune. Et d'ailleurs, oui, parce que quand même, si on regarde l'ensemble de son œuvre, et surtout, évidemment, les objets, c'était tout à fait extraordinaire. C'est quelqu'un d'unique. Monsieur Cordier, vous avez déjà rencontré Eugène Gabrychevski? Est-ce que tu as rencontré Gabrychevski, Eugen? Oui, tu l'as rencontré quand tu es allé à Munich. Oui, je l'ai rencontré avant qu'il meure, il était Dans un hospice. Qu'est-ce qui vous a arrêté et continue de vous interroger dans l'œuvre de Gabrychevski? Ah, c'est une œuvre extraordinaire. Parce que c'est une œuvre qui se développe au sein d'un monde que nous connaissons mal, qu'est la liberté. Et la liberté d'être, de penser différemment, d'inventer un monde dans lequel on vit et qui est étranger à celui des hommes et des femmes ordinaires, qui malheureusement ont les yeux fermés et vivent dans un autre univers qui n'est pas celui-là. Et pour moi, Gabrychevski c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est pour ça que j'en ai donné beaucoup au musée, parce que si j'avais su, j'aurais dû donner tout ce que je possédais et ne rien donner des autres. C'est vrai, c'est ça à l'intérieur d'un être, les difficultés qu'on a à vivre, à choisir, surtout à choisir. Mais Gabrychevski, pour moi, c'est quelqu'un de... C'est tout à fait à part. C'est autre chose que de l'art. C'est la vie.
tellement, parce que tout ce qu'il a montré, c'est différent. Tout ce qu'il peint, ce sont des séries qui sont plus ou moins courtes et qui ne continuent pas. Ce n'est pas le développement d'une œuvre. Ce sont des inventions multiples et tout à fait extraordinaires. Ah oui, ça si vous aimez la peinture, quand vous avez l'occasion, il faut aller voir les Gabrichevski. Pardonnez-moi. En fait, je voulais rebondir au sujet de l'exposition de 59. Dis aux gens où ils peuvent voir des Gabrichevski, c'est-à-dire. En ce moment, il y en a à l'Outsider à refaire. Ça, c'est, je pense que ça, c'est bien. Parce que Et Chat, alors, à la galerie Chat et. Aujourd'hui, à Art Fair, l'exposition présentée par Antoine montre des Gabrichevski. Et donc, à Outsider Fair, vous en trouverez à la fois dans l'exposition consacrée au regard de Daniel Cordier et puis à la galerie Cham. Il y a des catalogues à Saint-Pierre aussi. Il y a des catalogues. Il a acheté, quand Gabrichevski est mort, il a acheté le fonds et, bon, comme il n'avait pas assez d'argent, nous avons demandé de partager. Il a acheté la moitié et lui, il a acheté le reste. En fait, je voulais rebondir à l'endroit de l'exposition Eros, exposition internationale surréaliste, organisée régie par André Breton et Marcel Duchamp. Vous aviez dit tout à l'heure que vous étiez sensible et vous aviez nécessité de rencontrer l'artiste dans son atelier. Et un atelier, c'est un espace, un lieu dans lequel prolifèrent des œuvres ou une idée, enfin l'énergie d'un artiste. Et est-ce que cette expo-là n'est pas à l'image d'un atelier, mais à l'image d'une rencontre de plusieurs artistes et finalement un condensé d'énergie qui s'éloigne d'une idée d'un waïku, mais qui est plutôt au service d'un atelier collectif d'une certaine manière. Est-ce que c'est plutôt finalement cette exposition Eros est à l'image de votre esprit à vous? L'exposition internationale surréaliste organisée par Breton et Duchamp. Bah, t'as bien fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout... Un mot sur l'exposition surréaliste. Eros. Bah, Eros. Ton exposition sur le surréalisme. Que pense Antoine? Ouais, je vais rebondir. On va rebondir. Antoine t'interrogeait sur ton exposition sur le surréalisme. L'exposition de ta galerie sur le surréalisme. Oui, mais j'ai fait ce que j'ai pu sur l'exposition sur le surréalisme. J'ai fait ce que j'ai pu. Heureusement, Breton était vivant, et Marcel Duchamp, et Miro, et ce sont les trois qui ont fait ça. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé de faire, c'est-à-dire j'ai transformé la galerie complètement. J'avais un jeune architecte qui a parfaitement changé, et c'est vrai que je pense qu'on a fait une belle exposition surréaliste, surtout par le dernier repas, dans la dernière pièce, ils avaient voulu qu'on mette un cadavre et de la nourriture tout dessus du cadavre, autour du cadavre et tout ça. C'était une femme vivante, bien entendu. Et alors, pendant tout le vernissage, les visiteurs de cette exposition pouvaient aller jusqu'à l'endroit où ils pouvaient regarder ça, mais ils regardaient derrière des barreaux. Et il y avait ce dîner qui était il était à la place de mon bureau et surtout à la place de l'endroit où je montrais des tableaux. On avait tout fait pour le surréalisme. Et donc là, il y avait tous ces hommes et ces femmes du surréalisme qui étaient en train de manger très lentement sur des morceaux de poulet, de pâté, des choses comme ça, qui étaient sur le corps nu de cette personne qu'on pensait qui était mort. Tous et toutes, et surtout toutes, et à la fois de votre écoute, vos yeux et de tous les autres sens. Voilà.
Merci Daniel Cordier, merci à vous de nous avoir rejoints.